Elle quitta la maison et disparut sans laisser de traces. Ce n'est que 62 ans plus tard qu'on put découvrir ce qui lui était arrivé. Une jeune femme a quitté son domicile et depuis lors, son lieu de séjour est inconnu. L'opération de recherche s'est déployée à une échelle sans précédent et est devenue l'une des plus importantes de l'histoire du pays. Au cours de l'enquête, les enquêteurs ont fait de nombreuses découvertes inattendues et troublantes, chacune ne faisant que compliquer davantage le mystère. Les années ont passé, des générations d'enquêteurs se sont succédées, mais l'affaire est restée non résolue. Elle est devenue une sorte de légende dans la criminalistique, un symbole de mystère non résolu. Et maintenant, après 62 ans de recherche et d'enquêtes acharnées, les enquêteurs ont finalement réussi à lever le voile du mystère et à découvrir ce qui est réellement arrivé à la femme disparue ce jour fatidique. Candy Rogers est née le 18 juillet 1949 à Spokane, Washington. Sa naissance était la seule pour la famille, mais peu après, ses parents ont divorcé. Malgré le divorce, le père de Candy est resté vivre à proximité, ce qui leur permettait de se voir souvent. Candy a grandi joyeuse et pleine d'énergie. Elle aimait passer du temps avec ses amis en plein air, profiter de la nature et jouer avec son chien bien-aimé. En particulier, Candy rêvait de rejoindre l'organisation Campfire Girls. C'était une association populaire à l'époque, similaire aux scouts, mais destinée aux filles. Les participantes apprenaient des compétences utiles, faisant des randonnées et passèrent du bon temps ensemble. En 1959, lorsque Candy a eu 9 ans, son rêve s'est enfin réalisé. Elle est devenue membre de cette organisation. L'une des tâches des participantes était la vente de bonbons. La direction leur donnait régulièrement des boîtes de friandises que les filles devaient proposer aux habitants des maisons environnantes. Le vendredi 6 mars, Candy devait le faire après l'école. Après l'école, elle est rentrée chez elle, à déjeuner, à jouer avec le chien, puis vers 16 heures, a pris environ 8 boîtes de bonbons et est sortie. Le plan de Candy était simple. Aller dans les maisons les plus proches et proposer des friandises aux voisins pour qu'ils les achètent. D'autres filles devaient également vendre dans cette zone, mais elles avaient réparti les rues entre elles à l'avance pour ne pas se gêner mutuellement. Lorsque plusieurs heures se sont écoulées et que Candy n'était toujours pas revenue, sa mère a commencé à s'inquiéter. Candy devait rentrer à la maison à 18 heures, mais cette fois, elle était en retard. Compte tenu du fait qu'il commençait déjà à faire sombre dehors, la mère inquiète a décidé de partir à la recherche de sa fille. Candy avait disparu sans laisser de traces. Le grand-père a fouillé tout le quartier, mais sa petite fille était introuvable. Peu à peu, des amis de la famille et des voisins se sont joints aux recherches pour aider. Cependant, malgré tous les efforts, aucun indice n'a pu être trouvé. Finalement, la mère de Candy a décidé de s'adresser aux autorités policières. À ce moment-là, il faisait déjà nuit, et l'inquiétude concernant le sort de Candy augmentait. Les forces de l'ordre se sont immédiatement jointes à la recherche et ont commencé à interroger les résidents. Il s'est avéré que Candy n'avait vendu qu'une boîte de bonbons. Cela suggérait que quelque chose aurait pu se produire peu après qu'elle ait quitté la maison. Cependant, un résident a affirmé avoir vu Candy vers 18h30 dans une rue latérale. Cela semblait étrange, car la mère de Candy cherchait déjà sa fille à ce moment-là. Le grand-père a également partagé une observation intéressante. Lorsqu'il cherchait sa petite fille dans la même rue dont le témoin avait parlé, il a failli être renversé par une voiture qui passait à grande vitesse. Le conducteur est même monté sur le trottoir. Le grand-père n'a pas pu voir la plaque d'immatriculation, mais il se souvenait qu'il s'agissait d'une Ford verte de l'année 1953. Les enquêteurs ont lancé un avis de recherche pour ce véhicule,
mais n'ont pas pu le trouver. 1 heure plus tard, vers 9 heures du soir, ils ont découvert plusieurs boîtes de bonbons éparpillées au bord de la route, près d'un pont. Il était évident que les boîtes appartenaient à Candy. Et cette découverte n'a fait qu'intensifier l'inquiétude générale. Les forces de l'ordre ont concentré leurs recherches sur cette zone et ont commencé à fouiller les 2 rives de la rivière ainsi qu'une petite zone boisée des 2 côtés. La recherche a duré toute la nuit, mais est restée sans résultat. Au matin, les nouvelles de la disparition de Candy sont apparues dans les journaux locaux et bientôt les médias de tout l'État ont rapporté l'incident. En l'an 1959, la disparition soudaine d'une personne près de son domicile était un événement extraordinaire qui se produisait très rarement. Les habitants de la ville n'avaient pas été confrontés à de tels incidents depuis de nombreuses années, ce qui fit que l'événement suscita une profonde inquiétude dans toute la population. Aux premiers rayons du soleil, les forces de l'ordre intensifièrent leur opération de recherche et firent appel à des forces supplémentaires, des patrouilles à cheval, des groupes avec des véhicules tout-terrain et même l'armée qui effectua l'observation aérienne par hélicoptère participèrent à la recherche. Un grand nombre de volontaires de Spokane et des environs se joignirent également à l'opération de recherche. Au total, plus de 1000 personnes participèrent à la recherche, ce qui fit de cette opération l'une des plus importantes de l'histoire du pays. La zone de recherche couvrait un rayon de 18 km autour de la maison de la fillette, mais ces traces ne purent être trouvées. Le même jour, un autre incident tragique se produisit. Un hélicoptère de recherche heurta des lignes électriques et s'écrasa. Cet accident eut des conséquences tragiques pour 3 des 5 membres d'équipage. Malgré l'absence de résultats, l'opération de recherche se poursuivit pendant de nombreux jours. Les agents des forces de l'ordre travaillèrent 24 heures sur 24, se relayant, dans l'espoir de retrouver Candy. Dans les premiers jours de la recherche, les enquêteurs reçurent environ 750 indices sur d'éventuelles pistes. Chacun fut soigneusement vérifié, mais malheureusement, aucun ne conduisit à une percée dans l'enquête. Un peu plus de 2 semaines plus tard, 2 soldats d'une base locale se sont rendus dans la forêt à l'ouest de Spokane. Lors de leur promenade, ils ont remarqué une chaussure d'enfant sur le sol, ce qui leur a immédiatement rappelé la disparition de Candy. Beaucoup de leurs collègues avaient là participé à la recherche de la fillette. Cette histoire était donc sur toutes les lèvres. La découverte a été immédiatement signalée aux enquêteurs, qui ont montré la chaussure au grand-père de Candy. Il a confirmé qu'il s'agissait effectivement des affaires de sa petite fille. Des opérations de recherche intensives ont alors commencé dans la forêt. Peu après, l'un des officiers a découvert Candy dans les buissons, couverte de branches de pin. Les experts ont constaté que la fillette ne respirait pas. Ils ont conclu que la cause était, selon eux, l'asphyxie, provoquée par un morceau de tissu de sa propre jupe. Des marques trouvées sur la fillette indiquaient qu'elle avait été retenue contre son gré. Cependant, aucun dispositif de contention n'a été trouvé à proximité. De plus, il y avait des signes que Candy avait été traitée de manière inappropriée. À proximité, on a trouvé une housse de siège de voiture verte, mais son lien avec l'incident n'a pas pu être établi. Une petite tache violette avec une odeur de chewing-gum au raisin a été remarquée sur les vêtements de Candy, mais la signification de ce détail est également restée floue. Sans preuve substantielle, les enquêteurs agissaient pratiquement à l'aveugle. Ils ont vérifié les indices entrants et examiné l'implication possible de centaines de personnes, des voisins aux suspects et aux délinquants condamnés. Bientôt, leur attention s'est portée sur Alfred Graves, âgé de 50 ans. La raison du soupçon était inhabituelle. L'homme est décédé le jour même où Candy a été retrouvée. Cela s'est produit dans sa voiture, non loin de l'endroit où les boîtes de bonbons ont été trouvées. De plus, il vivait à seulement quelques centaines de mètres de la maison de la fillette. Dans la voiture d'Alfred,
ils ont trouvé une corde et des épingles à cheveux pour femme. Lors de la perquisition de son appartement, de nombreuses coupures de journaux sur des crimes contre des femmes et des filles ont été trouvées. Il s'est avéré que de nombreuses femmes l'accusaient de comportements inappropriés et sa femme le soupçonnait même d'être impliqué dans la disparition de Candy. Malgré cette chaîne inquiétante de faits, les enquêteurs n'ont pas pu trouver de preuves convaincantes liant Alfred à l'incident. Ils hésitaient à l'innocenter, mais il n'était pas non plus possible de confirmer sa culpabilité. Les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations et examiné constamment de nouveaux suspects. Quelques mois après l'incident, ils avaient une liste impressionnante de noms s'étendant sur plusieurs pages. Les autorités ont minutieusement examiné chacun d'entre eux, mais à chaque fois, elles n'ont pas trouvé de preuves convaincantes d'implication. Plus tard, une autre personne a attiré l'attention des enquêteurs, Hugues Morse, qui a été arrêté en 1961 pour une série de délits. Un détail intéressant était lié à Hugues. Il était connu pour mâcher constamment du chewing-gum au raisin. Rappelons-nous, sur les vêtements de Candy, on a trouvé quelque chose qui ressemblait à du chewing-gum, précisément de ce goût. Une autre raison de le soupçonner était que quelques mois après l'incident avec Candy, 2 cas similaires se sont produits à Spokane. Hugues a commencé à enfreindre la loi dès son jeune âge. Il a été arrêté pour la première fois pour comportement inapproprié envers une femme, mais n'a pas reçu de punition sévère. Il a simplement été renvoyé de l'armée, où il servait à ce moment-là. Après cela, il a commis une série de crimes à Los Angeles, pour lesquels il n'a passé que 6 mois en prison. Après sa libération, il a attiré 2 filles dans un endroit isolé sous prétexte de leur offrir une glace. Là, il a commis des actes illicites pour lesquels il a de nouveau été arrêté. Étonnamment, il a réussi à éviter une peine de prison. Une commission médicale lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité, après quoi l'homme a été interné dans un établissement psychiatrique fermé. Après 2 ans, les médecins ont décidé qu'il était guéri et l'ont libéré. Hugues a déménagé à Spokane, où il a poursuivi son comportement inadmissible. En novembre 1959, il s'est introduit dans la maison d'une femme de 28 ans et a commis des actes illégaux. 10 mois plus tard, un incident similaire s'est produit avec une femme de 69 ans. Après cela, il a quitté la ville et dans les mois qui ont suivi, il a continué ses actes inappropriés envers les femmes et les filles. Hugues voyagea à travers le pays jusqu'à ce que le FBI s'occupe de lui. Il fut placé sur la liste des 10 personnes les plus recherchées et arrêté peu après. Le tribunal le condamna à plusieurs peines de prison à perpétuité et Hugues fit une tentative désespérée pour mettre fin à son tourment en prison. Mais les médecins purent le sauver. Les enquêteurs de l'affaire Candy lui rendirent visite à plusieurs reprises. Mais Hugues nia toute implication. Il se soumit même à un test de détecteur de mensonges qui montra sa sincérité. Cependant, de tels tests ne sont pas fiables et n'ont pas de valeur juridique. Étant donné le passé de Hugues et sa présence à Spokane à l'époque, il resta le principal suspect. Néanmoins, il n'y avait aucune preuve contre lui. L'attention se porte également sur Howard Barnett, âgé de 49 ans. En février 1960, il fut arrêté pour suspicion de comportement inapproprié envers une mineure. Quelques jours plus tard, un incident tragique impliquant Howard se produisit dans une cellule du commissariat de Spokane. Auparavant, il avait laissé un message sur le mur « J'ai commis un péché devant le Seigneur ». Son épouse, qui n'apprit l'arrestation qu'après l'incident, demanda aux policiers si cela avait un rapport avec cette fille, faisant référence à Candy. Les enquêteurs commencèrent à vérifier, mais ne trouvèrent aucune preuve. Néanmoins, Howard resta sur la liste des suspects
en partie parce qu'il vivait dans le voisinage de la disparue. Pendant des années, la police poursuivit l'enquête, recueillant de nouvelles informations et vérifiant d'autres suspects. Un jour, une femme se présenta, affirmant avoir vu une voiture verte poursuivre la fillette le jour de la disparition de Candy. Les enquêteurs recherchèrent intensivement ce véhicule, mais sans succès. Dans les années qui suivirent, l'affaire revint à plusieurs reprises sur le devant de la scène pour les autorités judiciaires. Mais chaque fois, les enquêtes aboutissaient à une impasse. Fait intéressant, les enquêteurs ont dû non seulement chercher de nouveaux indices, mais aussi éclaircir de fausses confessions. Tout au long de l'enquête, 13 personnes ont affirmé avoir été impliquées dans la disparition de Candy. Mais dans chaque cas, la police a conclu que ces personnes les induisaient en erreur. Aucune d'entre elles n'a pu fournir des informations que seul le véritable coupable connaîtrait, et au mieux, elles répétèrent des faits tirés d'articles de journaux. Étonnamment, ce phénomène est typique de nombreuses affaires sensationnelles. Des gens viennent à la police et assument la responsabilité d'actes qu'ils n'ont pas commis. Au cours de l'enquête, de nombreux enquêteurs ont changé au sein du service de police, et chacun d'entre eux espérait être celui qui résoudrait cette énigme. L'affaire Candy est devenue l'une des plus discutées et des plus mystérieuses, non seulement dans leur ville, mais dans tout l'État. Cet incident a affecté la vie de nombreuses personnes. Avant cet événement, les parents n'hésitaient ni la pas à laisser leurs enfants jouer seuls. Mais après l'incident, beaucoup ont reconsidéré leur attitude envers la sécurité. Au début des années 2000, l'enquête a été rouverte et un nouvel enquêteur a décidé d'utiliser des technologies modernes. Heureusement, en 1959, les policiers avaient sans tafo correctement collecté et conservé toutes les preuves, de sorte que les experts ont pu découvrir des traces d'un homme sur les vêtements de Candy. Compte tenu du long stockage, l'analyse était extrêmement difficile. Néanmoins, après un travail méticuleux, les spécialistes ont réussi à créer un profil ADN qui a été immédiatement entré dans la base de données du FBI. Malheureusement, aucune correspondance n'a été trouvée. Les enquêteurs ont également comparé le profil avec des échantillons de nombreux suspects, mais là aussi, ils n'ont pas eu de succès. Aucun d'entre eux n'était impliqué dans la disparition de Candy. Pendant toutes ces années, beaucoup étaient convaincus que Hugh Morse était impliqué dans cette affaire, mais les résultats de l'enquête ont montré sa non-implication. Par conséquent, l'enquête s'est de nouveau retrouvée dans une impasse. Les enquêteurs disposèrent de matériel génétique lié à l'incident impliquant Candy, mais pendant longtemps, ils n'ont pas pu déterminer l'identité du propriétaire. La situation a changé en l'an 2021, lorsque l'affaire a été rouverte. Un nouvel enquêteur a décidé d'appliquer une méthode avancée d'analyse ADN, la généalogie génétique. Cette technologie avait aidé à résoudre de nombreuses affaires complexes et l'enquêteur espérait qu'elle contribuerait à conclure l'une des enquêtes les plus longues. Il s'est adressé à plusieurs laboratoires spécialisés, mais s'est heurté à un obstacle. Pour appliquer la méthode, il était nécessaire d'examiner l'échantillon d'ADN original. Les tentatives de le faire dans divers laboratoires se sont avérées infructueuses. Les experts ont conclu que l'échantillon était trop endommagé pour extraire les informations nécessaires. L'enquêteur a décidé de faire une dernière tentative et s'est adressé à un autre laboratoire. De manière inattendue pour lui-même, cela a conduit à une percée. Les spécialistes ont réussi à examiner l'échantillon avec un équipement de pointe et à créer le profil requis. Ensuite, ils ont chargé les données dans des bases de données génétiques et ont commencé à rechercher des parents éloignés du propriétaire de l'ADN. Dans un travail méticuleux, après avoir examiné des milliers de profils, ils ont réduit le cercle de recherche à une famille spécifique. Des analyses ultérieures ont montré que l'échantillon appartenait très probablement à l'un des 3 frères. Cependant, une difficulté est apparue. À ce moment-là,
Ils étaient malheureusement tous déjà décédés. Néanmoins, les chercheurs et les enquêteurs ont découvert que l'un des frères avait une fille et l'ont immédiatement contacté. La femme a été choquée par la supposition de la possible implication de son père dans l'incident avec Candy. Malgré le choc, elle a accepté sans hésitation d'aider à l'enquête. L'analyse génétique de la fille a montré une étroite parenté avec le matériel biologique trouvé sur les vêtements de Candy. Cette information est devenue la clé de l'enquête. Armés de nouvelles connaissances, les enquêteurs se sont adressés à un juge pour obtenir l'autorisation d'examiner la tombe de John Hoff, le père de la femme. 6 décennies après l'incident, l'identité de la personne impliquée a pu être établie. L'analyse ADN de John correspondait parfaitement aux preuves précédemment trouvées. Fait intéressant, les autorités avaient eu de nombreuses théories pendant toutes ces années, mais John Hoff n'avait jamais figuré parmi les suspects. L'enquête sur son passé a révélé sa participation à d'autres actes illicites. Au moment de la disparition de Candy, il avait 20 ans et vivait près de sa maison. John a effectué son service militaire dans une base proche de l'endroit où Candy disparue a été retrouvée. 2 ans plus tard, il a commis des actes illicites contre une femme, utilisant la violence physique et restreignant sa liberté. Heureusement, la victime a pu s'échapper. Pour ce délit, l'homme a été condamné à une courte peine de prison. Cet incident a conduit à son renvoi de l'armée. Après sa libération, John a fondé une famille et est devenu père de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. À partir de ce moment, il n'a plus attiré l'attention des autorités et a mené une vie normale. Mais il est maintenant clair que derrière cette façade se cachait un passé sombre dont personne ne se doutait depuis des années. Au cours de sa carrière, John a changé plusieurs fois d'emploi. Une fois, alors qu'il travaillait dans une entreprise d'emballage alimentaire, il a subi une grave blessure au visage due au contact avec des produits chimiques. Cette cicatrice est restée avec lui pour toujours. La vie de John s'est terminée en juin 1970, 11 ans après le tragique incident avec Candy. John a quitté ce monde de son plein gré, sans laisser d'explication pour son acte. Les enquêteurs ont également découvert que Candy le connaissait peut-être. Il s'est avéré que Candy était amie avec sa sœur cadette, qui avait alors 10 ans. Des années plus tard, la sœur de John a partagé avec les enquêteurs ses souvenirs de comment elle avait trouvé du réconfort dans les bras de son frère après la disparition de son ami, sans savoir qu'il était impliqué dans l'incident. Malheureusement, les parents de Candy n'ont pas vécu pour voir le moment où l'identité de l'auteur a été établie. La mère de Candy est décédée en 2006 et son père, incapable de surmonter le chagrin, a quitté ce monde en 1963, 4 ans après la tragédie. Néanmoins, cette affaire a finalement été close et est devenue l'une des plus longues enquêtes de l'histoire. Pendant 62 ans, non seulement divers enquêteurs y ont travaillé, mais des générations entières d'agents des forces de l'ordre. Lors de la conférence de presse où la résolution de l'affaire a été annoncée, un seul officier était présent qui avait participé à l'enquête en 1959. Il a exprimé sa profonde gratitude pour le fait que le destin lui ait permis de vivre ce moment et de connaître la vérité. Quant à la fille de John, elle a d'abord refusé de croire que son père était impliqué dans cet terrible événement. Plus tard, en reconnaissant la vérité, la femme a décrit son père comme un monstre qui avait causé des dommages irréparables. Elle a également exprimé son regret qu'il n'ait pas eu à rendre des comptes de son vivant.